Le Paris du Vivre Ensemble est engagé dans un cycle qui comprendra 3 volets. Le premier, c'était en décembre 2012, dans les quartiers, l'égalité, c'est maintenant. Donc c'était un peu un appel du pied, c'était un peu ironique. Et au bout de 2 ans, on se dit que c'est pas encore vraiment pour maintenant. Et donc la dynamique du Paris du Vivre Ensemble, elle est lancée, elle se poursuit. Elle se poursuit donc avec cette réflexion sur ce que peuvent être les relégations territoriales et la manière dont on peut éventuellement y remédier. Il y a beaucoup de lieux communs sur ces choses-là et on a essayé d'inviter des gens de milieux différents, de formations différentes et pour voir un peu en quoi consistent ces fractures. On a voulu comprendre ce qui se passait, faire un état des lieux. Nous allons commencer donc ce colloque avec une première thématique qui sont les fractures territoriales, cette fameuse expression qui a fait à la fois couler beaucoup d'encre, s'énerver, pas mal de polémiques. On aime bien les polémiques, mais c'est encore mieux quand on sait de quoi on parle et quand on connaît on cerne un peu plus l'objet de la discussion. De quoi parle-t-on quand on parle de fracture territoriale ? Le débat public aujourd'hui est quand même centré moins sur les fractures que sur la fracture. Moi, et la fracture territoriale, c'est-à-dire que ce qui me frappe, première chose quand même, c'est du point de vue des géographes, c'est l'hyper-géographisation du débat politique actuellement. C'est-à-dire qu'on a en gros une représentation qui est dominante dans le débat public aujourd'hui, qui est une représentation les métropoles contre la France périphérique. Donc on a 2 figures géographiques. Peut-être le mieux est-il de partir de la figure unique, première, celle de la ville historique, qui avait pour moi cet avantage d'être unique et d'être séparé du territoire par l'épaisseur de ses murailles, de représenter une entité véritablement homogène et unique, homogène par l'affranchissement vis-à-vis des droits seigneuriaux qui régnaient sur l'ensemble du territoire. Là, on avait une partition très claire, très nette. Et donc, de se demander qu'est-ce qui s'est passé depuis, quels sont les processus, les mouvements qui ont transformé, qui ont fait qu'on s'est éloigné de cette figure originelle. On peut dire qu'il y a 3 mouvements, c'est très très simple. Il y a le mouvement le plus simple, le plus évident du village à la ville. C'est celui qui change le monde. Comment les migrants changent le monde, hein, comme beaucoup l'ont décrit. Celui inverse de la ville au village, hein, qui nous donne le périurbain qui vous tourmente apparemment beaucoup. Et puis celui dont on parle moins, de la ville à la ville, qui est le plus récent et sans doute le plus important, le plus déterminant. Du point de vue de la banlieue, qu'en est-il de la relégation ? Alors, en fait, la banlieue suscite un ensemble de postures médiatiques, de postures intellectuelles et de postures idéologiques qui évoluent entre la stigmatisation et la victimisation. Bref, ce qui caractérise la banlieue d'aujourd'hui, c'est cette inaptitude à dire vraiment la réalité, et c'est une surcharge finalement inadaptée, une surcharge sémantique avec un ensemble de mots excessivement enthousiastes. On parle de l'énergie des banlieues, de la créativité des banlieues, ou excessivement dégradants. Alors, on ne se sent pas forcément relégué quand on habite en banlieue. Les choses dépendent beaucoup, notamment du point de vue social dont on parle. Je pense que si on dit aux habitants de Neuilly qu'ils sont relégués, ça va beaucoup les faire rigoler. Les habitants des grands ensembles, quand ils sont arrivés dans ces grands ensembles et qu'ils sont arrivés dans des logements qui étaient grands, qui étaient lumineux, qui étaient spacieux, alors qu'ils venaient de petits logements complètement insalubres où ils étaient entassés dans Paris, ne se sont pas sentis relégués à ce moment-là. Donc, selon comment on vit, selon comment on se sent intégré socialement et culturellement,
naturellement à la société, la mise à l'écart ou l'isolement spatial par rapport au centre va être vécu ou non justement comme une mise à l'écart. Et il y a des communes en banlieue ou des communes périurbaines qui ne sont pas desservies par les transports en commun et qui ne souhaitent pas être desservies par les transports en commun parce que comme ça, elles évitent l'arrivée de personnes qu'elles n'auraient pas envie de voir arriver chez elles. Donc dans ces cas-là, on peut parler de l'extérieur de relégation ou de mise à l'écart. Du point de vue de ceux qui y vivent, c'est tout à fait voulu et à ce titre-là, ce n'est pas vécu comme une relégation. On parle de problèmes de banlieue, de fractures sociales, de concentration de difficultés, de cassures urbaines, en tout cas mots problématiques au point d'entériner dans les têtes les clivages. Cette relégation, elle correspond souvent aussi à quelque chose de vécu et même à quelque chose d'intériorisé, parce que ce qui ressort justement des enquêtes qui sont faites par exemple auprès des étudiants de ZEP qui sont à Sciences Po, c'est qu'ils ont intériorisé eux-mêmes qu'ils étaient banlieusards et donc qu'ils n'étaient pas bienvenus. Et que le sentiment de relégation, il vient au moins autant de ce qu'on leur fait sentir, de ce que eux ont intériorisé comme situation d'infériorité du fait de leur appartenance à la banlieue. Parce que ce que ça signifie et ce qu'on renvoie aux habitants de l'Île-de-France, quand jour après jour, sur toutes les cartes, vous avez des cercles concentriques qui montrent que quand on habite dans le centre de Paris, on porte le numéro 1, et à l'époque, quand on habite en périphérie, on porte le numéro 6. On peut le prendre par le bout qu'on veut, si on n'a pas l'analyse très claire qu'on renvoie un sentiment de discrimination par l'existence de ces zones concentriques, on se trompe. Pourquoi une telle prégnance dans le débat public de cette géographisation sur le mode de la fracture? Moi, il me semble que c'est le frisson qui rassure. C'est le frisson qui rassure, c'est-à-dire que la puissance rhétorique de cette métaphore de la fracture, c'est qu'à la fois elle fait peur, hein, je veux dire, quand on nous dit que 60% des Français ont décroché, mais qui en même temps qui rassure. Qui rassure. Pourquoi elle rassure? Parce que qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, première chose, enfin, on a trouvé l'explication au rapport entre la crise économique et la crise politique. Enfin, on a trouvé l'explication, et ça c'est un classique dans l'histoire, c'est la géographie, quoi, hein. La géographie comme recours, le déterminisme géographique, on aime beaucoup ça, en particulier en France, hein. La géographie, ça explique tout, quoi, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une fracture ou des fractures sociales entre l'urbain et le périurbain? Il me semble qu'il faut être là-dessus très nuancé. On ne se vit pas forcément comme périphérie, et ça c'est quelque chose qui est parfois difficile à comprendre quand on est au centre, mais qui émerge assez rapidement quand on fait des entretiens, notamment avec des habitants dans le périurbain. On ne se vit pas forcément comme périphérie quand on n'a pas Paris comme centre de son monde. Et ce que les enquêtes font ressortir depuis longtemps, c'est l'émergence de ce qu'on appelle des centralités secondaires, tout autour de Paris, et qu'on entend très rapidement aussi quand on fait donc les entretiens. Quand on habite à Mency, à Moissy-Cramayel ou encore à Melun, habiter à côté de la forêt de Fontainebleau peut être tout aussi important qu'habiter près de Paris. Donc on ne va pas nécessairement se sentir relégué par rapport à Paris, qui est certes une centralité, mais qui est une centralité parmi d'autres centralités. Donc on ne vit pas tout au prisme de l'éloignement et de la distance par rapport à Paris. Et ce qui est relégation vu de Paris n'est pas forcément relégation quand on est justement à la périphérie. Il me semble qu'il est beaucoup plus efficace de parler d'une multiplicité d'inégalités sociales que d'une fracture sociale entre le périurbain et le reste du territoire. Moi, je reviendrai sur la question de la terminologie, parce que c'est essentiel. On s'est rendu compte au fil de ces 2 journées que la définition des termes nous échappait, qu'on ne savait pas toujours de quoi on parlait, ce qu'on mettait derrière les mots et à quelle réalité on renvoyait en tenant tel ou tel discours. En tant que sénatrice, lorsque j'entends parler dans les commissions des questions de territoire, je vois, comme l'a dit Jean-Christophe Attias, que les distinctions ne sont pas faites du tout. Parce qu'il y a d'abord une terminologie. Est-ce qu'on ne peut pas simplifier les terminologies? Quand vous parlez de périurbain et vous parlez de banlieue, vous êtes sûr en commission qu'ils prennent ça pour le même mot? Je pense que, si vous voulez, toute une série de mots que nous utilisons à l'heure actuelle sont des mots qui datent d'une certaine époque dans laquelle, d'une certaine pensée de la relation ville-campagne. Ces mots-là, qui sont urbanisation, périurbanisation, suburbanisation, urbain, etc., périurbain, et tout cela, tous ces mots-là, ce sont des mots datés. Ce sont des mots qui correspondent à une époque qui a été celle, finalement, dont on a parlé ce matin,
qui est de l'aménagement du territoire. Au moins, avec ça, on est tranquille, c'est-à-dire que nos catégories de pensée ne sont pas bousculées, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans des catégorisations, l'urbain, le rural, les villes moyennes, etc., qui sont les catégories voilà, dans la longue durée. Penser au nom des lieux, c'est-à-dire une intercommunalité, une EPCI, une zone non agricole, etc. Ce sont des termes, si vous voulez, qui ne disent rien aux gens, en un sens. Ils le disent pour les élus, mais ils ne le disent pas pour les gens. Je pense que la question des catégories, elle est quand même fondamentale. C'est-à-dire, c'est pas une coquetterie universitaire. On n'est pas dans un débat entre nous. On est quand même sur quelles sont nos grilles de lecture, quelles sont les grilles de lecture du réel, de la réalité. C'est-à-dire, on est parti ce matin du point de départ, on a dit, c'est pas possible de regarder la réalité de façon aussi clivée qu'elle nous est proposée. Donc après, le débat sur les catégories, il est quand même fondamental. On peut pas se passer des catégories. Donc j'entends bien les précautions qu'on peut prendre par rapport à des catégories qui sont historiquement situées, inscrites dans l'aménagement du territoire, mais en même temps, il me semble fondamental. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on se trompe de réalité à un moment donné quand on intervient sur l'espace ou sur les sociétés plus en général. Comment voulez-vous que nous, on applique des politiques lorsque vous, déjà, vous n'êtes pas d'accord avec les catégories? Des fois, c'est symptomatique, hein. Des fois, dans des débats comme ça, on dit, mais au bout d'un moment, on dit, mais finalement, c'est quoi une commune rurale? Le simple fait qu'on pose la question, c'est déjà révélateur. On ne pose pas la question, qu'est-ce que c'est qu'une ville ou qu'est-ce que c'est qu'une agglo? Qu'est-ce que c'est qu'une commune rurale? J'ai l'impression qu'on aimerait bien que la France soit coupée en deux, c'est plus facile. Il y aurait les zones urbaines, les zones rurales. Bon, alors on fait rentrer le périurbain, qui est une zone un peu indistincte entre les deux. Ce pays, mais c'est pratiquement depuis la nuit des temps, a un problème avec l'égalité territoriale dans les mots. Historiquement, il y a un territoire qui est le phare du monde, qui s'appelle Paris. Après, il y a des territoires qui ont droit à un peu de considération, qui sont les grandes villes ailleurs, où on se dit on doit pouvoir à peu près y vivre encore correctement. Et puis on descend comme ça, progressivement, et on finit dans les banlieues et dans les territoires devenus périurbains. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que nous avons une configuration mentale, un raisonnement architectural dans la tête qui considère qu'a priori, l'urbain, c'est mieux. Et non seulement c'est un point de vue partagé par les urbains, mais malheureusement, c'est un point de vue partagé par les ruraux aussi. Rassurez-moi, on n'est plus dans un monde rural. Les sociétés traditionnelles, on en est sorti, c'est un état de fait. Je me demande si on vit dans la même France tous les deux. Moi, je suis issu de la ville. J'ai fait le choix d'habiter à la campagne. Je connais les deux mondes. Je sais que les deux sont complémentaires. Mais mon exercice de mandat de maire m'amène à regarder les choses de manière très concrète. Alors, je ne dis pas que je détiens la vérité, mais je détiens ma vérité. Et j'autorise personne à remettre en cause à ma place ce qui est bon pour moi. Vous voyez? Parce que c'est ça en ce moment qui est en train de se faire. On nous dit ce qui est bon pour les territoires ruraux. Eh bien, je suis désolé, on n'est pas obligé de manger la même carte au restaurant. Ce que je veux dire, oui, on n'est pas obligé, parce qu'aujourd'hui, qui donne l'imprimature? C'est la dimension urbaine. Quand vous dites que ça fait 200 ans qu'on en parle, etc., mais sincèrement, dans quel pays vous vivez, hein? Je veux dire quoi par là? Je veux dire que la politique en France, elle ne résonne que par le prisme de l'urbain. Je suis désolé de le dire, tant pis si ça dérange, mais c'est la réalité. Regardez toutes les lois de ces 20 dernières années, pour l'essentiel, elles vont dans cette direction-là. Le débat, il est là, quoi. Est-ce qu'on est dans une position, excusez-moi, et vous êtes exactement sur la même position que lui, c'est-à-dire une position que j'appelle conservatrice, ou est-ce que vous essayez de vous adapter au monde qui change? Mais la campagne, elle a le droit d'exister. Parce que la France, elle n'est pas que urbaine, cher monsieur. Figurez-vous qu'elle est aussi rurale. Eh oui, mais c'est ça le problème. La France rurale a changé. Et je ne suis pas conservateur. Je suis désolé. Moi, je ne défends pas l'image d'Épinal de la ruralité, hein, la grand-mère qui claudique avec son pot de lait, etc., etc., les villages fleuris, patali patala. Elle a changé la ruralité. Je dis souvent, dans les années 60, vous preniez un habitant des villes et un habitant des campagnes. Vous les mettiez côte à côte. Il n'y avait qu'à regarder comment ils étaient sapés. Vous saviez lequel habitait à la ville, lequel habitait à la campagne. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos modes de vie se sont rapprochés. Et nos attentes et nos besoins sont les mêmes. Effectivement, la France a changé, que oui, bien sûr qu'elle est urbaine, que les métropoles existent, mais que la logique ne peut pas être hors les métropoles, il n'existe rien. Cécile Duflot était là, oui, ancienne ministre, et pourtant toujours très très impliquée sur ces questions, très engagée. Et j'ai eu le sentiment, peut-être ai-je eu tort, que
Elle avait eu sans doute beaucoup de choses à faire encore avant de partir. Vous le savez, c'est un sujet qui me passionne parce que avant d'être ministre, voire même femme politique, j'ai été géographe et je pense que cette question territoriale est souvent quand même un impensé des réflexions politiques dans un pays, le nôtre, nourri très fortement de la République où le principe d'égalité est si fort et que sous couvert de cette égalité, on a souvent eu tendance à vouloir y voir de l'uniformité. Cela étant, on a eu le sentiment en préparant ces 2 journées que finalement, ça intéressait assez peu les décideurs, l'exécutif. On a eu un peu de mal à se faire entendre, à obtenir l'attention de ceux qui vont prendre les décisions. Je regrette, les politiques ont annulé. Alors, c'est pas tous, mais la majorité. C'est dramatique quand on pense à ce qui se passe 3 semaines, 1 mois après. Et tout d'un coup, là, on nous parle d'apartheid social, ethnique, et j'en passe. On nous parle de situations catastrophiques. Enfin, on en parle, nous, et beaucoup d'autres, hein, notamment des associatifs et les élus locaux. On en parle depuis des décennies. Alors, il faut donc des tragédies pour que tout à coup, la parole politique se clarifie un petit peu et pour que les politiques se saisissent d'une situation qui est effectivement catastrophique. Cela étant, ce que nous avons constaté aussi au fil de ces 2 jours, c'est que la parole des chercheurs a beaucoup de mal à être perçue et prise en compte par les politiques. Et là, on s'est rendu compte d'une véritable coupure. Hein. Et j'invite les politiques à regarder dans le détail les choses, quoi. Hein. Il faut aller sur le terrain. Les politiciens connaissent que les résultats des cabinets de consultants qui leur font des rapports, qui se copient les uns les autres, et on a des visions totalement erronées des choses. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas dans la démocratie représentative quelque chose qui est perdu? C'est-à-dire qui est perdu, c'est la connaissance finalement de la manière dont les gens habitent les lieux, dont ils sont habitants des lieux. Pourquoi il y a à l'heure actuelle cette montée, on pourrait dire, de l'extrême droite ou la montée des mécontentements? Quel rapport cela a avec les lieux dans lesquels on vit? On lit aujourd'hui que le Front National dans le périurbain, c'est un peu l'incarnation de la relégation. C'est-à-dire, en clair, ce sont les gens qui ont été poussés pour des raisons sociales vers le périurbain, qui votent Front National. C'est à peu près le discours qui nous est servi. Jacques Lévy est celui qui participe le plus à diffuser cette idée-là. Alors j'aurais eu accès à un écran, je vous aurais montré une carte qu'il a publiée dans Le Monde, dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. La carte était quasiment pleine page. Montrant, alors c'est une carte d'anamorphose, c'est-à-dire que les territoires sont représentés en fonction de leur poids démographique, et on voit très bien ressortir les centres des villes, où les votes en faveur du Front National sont largement inférieurs à la moyenne, et puis on voit apparaître, alors il les a mis en brun, des couronnes autour des villes, des couronnes brunes, quoi, hein, plus foncées. Et donc quand on voit cette carte, on voit bien, alors c'est titré « Les villes résistent à Marine Le Pen », on voit bien effectivement ce vote Front National plus fort, plus marqué dans les périphéries des villes. Il faut vraiment sur ces sujets éviter le simplisme, parce qu'aujourd'hui, les théories qui consistent à dire que quand on habite à plus de tant de kilomètres du centre-ville, alors on vote Front National, franchement, on arrive à un niveau qui est tellement bas en termes de réflexion. C'est pas la réalité des territoires. C'est pas la réalité des territoires. Souvent, le vote Front National sur ces territoires périurbains, c'est les anciens habitants de ces territoires qui sont eux-mêmes réinterpellés, déstabilisés dans leur identité territoriale par l'arrivée de cette nouvelle population. Et clairement, l'offre politique du Front National aujourd'hui, c'est une offre politique d'identité pré-amâchée, de l'identité d'avant. Jacques Lévy dit il y a de l'urbanité forte dans le centre, et il y a un effet comment dire, d'affinité. Les gens qui habitent dans le centre, c'est aussi parce qu'ils aiment cette diversité, et ça se reflète dans leur vote. Et puis ceux qui habitent dans le périurbain, ils vivent dans des villages, où il y a beaucoup moins de diversité, beaucoup moins de densité, ça se reflète là aussi dans leur vote. Ils votent plutôt pour des partis qui, comment dire, sont relativement portent des valeurs de fermeture à l'autre, de rejet de la différence, etc. Donc ces gens, effectivement, qui voient arriver des nouvelles populations avec des modes de vie, des demandes différentes, se retrouvent déstabilisés et ils ont un vote facile pour dire « je veux mon identité territoriale d'avant ».
On parle du vote Front National dans les zones les plus reculées, dans les zones les plus lointaines, mais il faut voir aussi que ce phénomène coïncide aussi avec un vote intra-métropolitain des US dans les zones urbaines sensibles. J'étais auparavant donc à Rennes, ville de Bretagne dans laquelle il y a le vote le plus insignifiant en faveur du Front National. Quels sont les quartiers dans lesquels on a voté Front National et qui ont été la surprise des dernières élections municipales? Ça a été les US, le Blône, le quartier sensible en plein cœur de Rennes. Aujourd'hui, la première manière d'essayer de résoudre, ou en tout cas de limiter la fracture territoriale, elle est dans les mots. Elle est dans les mots. C'est un moment d'être capable de dire il vaut mieux vivre à 30 km de la ville-centre, dans un joli pavillon où les gamins peuvent faire pousser leur salade avec leurs parents, que d'avoir une chambre de bonne dans le centre de Paris. Et une fois qu'on aura dit ça, et se dire celui qui a de la chance, c'est finalement celui qui est dans son pavillon de banlieue à 30 km, parce qu'il a plein de copains, il joue au foot, il fait des barbecues le samedi soir, et il est super heureux. Alors que le malheureux qui est à Paris, son espérance de vie baisse à la vitesse de l'émission des particules. Il se fait engueuler du matin au soir, il se fait bousculer, c'est trop serré dans le métro. Et à un moment, il faut renverser un peu les représentations. Si on se demande comment remédier à cette relégation, il me semble qu'un problème est qu'on a tendance, en France, on agit beaucoup sur les formes. Si on prend par exemple ce qu'on appelle les cités, qu'est-ce qu'on fait en France pour remédier à la misère sociale qu'on identifie dans les cités? On a une approche qu'on appelle la territorialisation des problèmes sociaux. Alors je vais pas dire de gros termes comme on a dit au début. Donc en gros, la territorialisation des problèmes sociaux, c'est on a un problème social qui va être la misère, on a sa cristallisation, son symbole spatial, sa transcription dans les formes qui va être les bars et les tours. Donc pour s'attaquer à la misère, on va détruire les bars et les tours. Le problème, c'est que ce que montrent les enquêtes qui sont faites sur les conséquences de ces opérations de destruction, c'est que qu'est-ce que ça produit? Ça produit que ça disperse la misère. Et que donc ça l'éparpille, mais en aucun cas ça n'agit sur ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, je ne suis pas en train de dire ça, mais simplement qu'il ne faut pas s'imaginer qu'en passant par là, on va résoudre le problème, parce que ce n'est pas le cas. De la même façon que quand on a voulu lutter contre les trafics de drogue qu'il pouvait y avoir entre Jaurès et Stalingrad, on a requalifié la place et que effectivement on a à peu près résolu le problème à cet endroit-là, mais qu'il s'est déplacé vers le 18e et que donc ce qui ne se passe plus chez les uns se passe chez les autres. Donc on agit en requalifiant les lieux, mais c'est pas pour ça qu'on agit sur la racine de ce qu'on entend traiter. Que faire? C'est ça, hein? C'est rajouter le kilomètre, toujours rajouter un ingrédient, celui du kilomètre. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de tout regrouper vers le pôle urbain de la strate supérieure. Je vais vous donner un exemple très concret, basique, le train. À côté de chez moi, à 15 km, il y a une gare, Argenton-sur-Creuse. Je ne peux plus y aller, pourquoi? Parce que les trains ne s'y arrêtent pas. Il faut que j'aille à Châteauroux, 45 km, pour avoir un train. Il y a des gens de la Creuse qui font encore plus de distance que moi pour prendre le train à Châteauroux. Puis un jour, on dira, mais attendez, Châteauroux, c'est pas pertinent. Ça sera la ville du dessus. C'est un processus. Je peux vous décliner ce constat-là dans toutes les administrations, que ce soit donc le Trésor public ou l'État ou la santé, on concentre vers le pôle urbain de la strate supérieure. Or, comme c'est un processus, c'est sans fin. Voilà. Autrement dit, le sujet, de mon point de vue, il n'est pas droite-gauche, il est jacobin-girondin, c'est pas nouveau. Il y a belle lurette que c'est comme ça que ça fonctionne. Nous plaçons la commune comme l'échelon essentiel de la démocratie. D'ailleurs, les Français ne se trompent pas, ils vont en masse voter pour les municipales. Ça, c'est le premier point. La deuxième, c'est les services publics. Il ne peut pas y avoir de vie dans les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, sans un minimum socle de services publics, même si la forme de ces services change. Par exemple, je défends aujourd'hui que tous les bureaux de poste qui existent encore, c'est le maillage le plus fin qui soit de notre territoire aujourd'hui, soient tous transformés en maisons de services publics. Ou bien sûr, il y a certains endroits où, même s'ils sont toujours ouverts parfois chaque jour, voire même uniquement 3 jours par semaine, ils existent. Et qu'on peut trouver des solutions qui soient des solutions innovantes. Et qu'au-delà de la délivrance du service, il y a simplement un lieu qui n'est pas forcément de convivialité, mais de contact,
qui permet justement à chacun de se sentir considéré. Et puis le troisième pilier, c'est quoi? C'est ce que je disais à l'instant, qu'on change de regard sur la ruralité, qu'on arrête de nous considérer comme des zones en déperdition, mais plutôt comme des espaces en capacité de développement, en capacité d'accueil, avec des richesses, comme un atout, parce qu'il en existe. Il faut changer de regard sur la réalité et il faut essayer de refabriquer aujourd'hui des systèmes et des réseaux dans un monde qui est de plus en plus centrifuge. Et revenir finalement à quelque chose qui a été dite par quelqu'un, c'est-à-dire le mieux vivre, si vous voulez, c'est-à-dire l'écoute des habitants. Et ce sera ça ma conclusion, c'est que tous ceux qui ont voulu faire des politiques d'aménagement du territoire qui étaient des politiques d'aménagement par le haut, pensées, décidées de manière technocratique, se sont heurtés à une résistance, non pas du fait de la pertinence des choix qu'ils faisaient, mais de la manière de les élaborer. Et je pense que ce sera pour moi l'élément décisif, c'est que cette question de lutte contre les relégations territoriales, d'égalité des territoires, passe par la coproduction de la décision publique. Et on le voit autour des questions environnementales, on le voit autour des questions de grands projets d'aménagement, cette réinvention d'une manière démocratique de prendre des décisions publiques, qui n'est pas ni référendaire, ni à proprement parler de la démocratie participative, mais une forme de coélaboration intelligente de la décision, est de mon point de vue la meilleure des méthodes pour s'attaquer aux deux problèmes. Aux problèmes qui existent et qui nécessitent des réponses, j'ai parlé, transport, coût du logement, implantation des services publics, mais aussi à cette idée d'appartenir à son territoire. Donc on continue en se demandant si on est vraiment entendu. On essaye de se faire entendre hein, par les colloques, les rencontres, les débats avec les acteurs sociaux, avec les politiques, avec les chercheurs, avec les gens tout simplement. Le remède, c'est déjà réfléchir et revoir la politique de la ville. La politique de la ville est un échec. Tout le monde le reconnaît. Et on essaye aussi de prolonger cette parole par de l'écrit, hein, puisque à chaque fois on publie. On a déjà publié un livre sur les quartiers, on publiera un livre sur les relégations territoriales très prochainement. Et ce qu'on espère effectivement, c'est que le livre qui va sortir de tout cela, qui ne sera pas un livre de spécialistes pour spécialistes, mais un livre produit par des gens compétents à destination de tous ceux qui veulent bien apprendre pour ensuite agir. Donc ça peut être de simples citoyens, ça peut être des élus locaux, ça peut être des élus nationaux et ça peut être l'exécutif. Alors on espère que ces gens-là se donneront le temps de lire des textes qui seront probablement à la fois nuancés, parfois subtils, mais d'approche facile. Parce que ces scientifiques aussi ont compris qu'il fallait qu'ils fassent eux-mêmes un effort, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... il faut tenir compte du public auquel on s'adresse, il faut à la fois faire passer les nuances et le faire dans un langage clair et aussi accessible que possible. Donc je pense que c'est vers ça qu'on s'oriente et que peut-être qu'on avance quand même un peu. do